Et si je vous racontais que j'ai accepté 7 000 € par mois pour passer du temps avec un parfait inconnu? Pas par amour, pas pour le désir, simplement pour aider le fils du grand patron à retrouver l'envie de vivre. Je sais, ça ressemble à un scénario de série un peu glauque. Pourtant, ce qui devait rester un simple arrangement professionnel a rapidement pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Quelque chose de sincère et de risqué. Car personne ne vous prévient jamais vraiment. Quand on vous paye pour jouer un rôle, il arrive qu'on finisse par se perdre dedans. Et que l'autre y croit aussi. C'était un mardi matin ordinaire, de ceux où la grisaille du quotidien vous pèse déjà avant même d'avoir bu votre café. En consultant mon compte bancaire sur mon téléphone, j'ai cru à une erreur de saisie. 15 000 €, 15 000. Presque ce que je gagnais en une année entière comme assistant administratif chez Laurent et Associés, une entreprise d'import-export installée à Lyon qui sentait le café froid et les rêves modérés. J'ai actualisé la page plusieurs fois, persuadé qu'il s'agissait d'un bug bancaire, mais le virement était bien réel, effectué à 3h47 du matin, avec la mention sobre « Avance ». Monsieur Laurent, mon cœur s'est emballé violemment. Monsieur Laurent, le PDG que l'on apercevait à peine, toujours retranché au dernier étage dans son vaste bureau, venait de déposer une petite fortune sur mon compte. Moi, Lucas, 29 ans, un homme tout ce qu'il y a de plus banal, avec un loyer en retard et des factures qui s'accumulaient comme des accusations silencieuses, je restais figé, incrédule. Quelques minutes plus tard, un mail est arrivé, signé de sa main, clair, sans détour. Lucas, présentez-vous à mon bureau à 14h, seul. Aucune explication. J'ai passé la matinée à spéculer, à inventer tous les scénarios possibles. Une erreur de comptabilité? Une prime exceptionnelle? Ou quelque chose de beaucoup plus sombre? À l'heure du déjeuner, j'ai à peine grignoté mon sandwich, l'estomac serré. À 13h55, j'étais devant la grande porte vitrée de son bureau, les paumes moites, hésitant à frapper. 2 coups secs. « Entrez », a retenti sa voix grave et autoritaire. Monsieur Laurent était installé derrière son imposant bureau, un homme d'environ 65 ans, costume sur mesure, regard tranchant. Il m'a indiqué le fauteuil d'un geste sans quitter son écran des yeux. « Vous avez vu le virement, j'imagine », a-t-il commencé, comme s'il s'agissait d'une formalité. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Il a poursuivi. C'est une avance, pour un service très particulier. Il a enfin levé les yeux, et son regard m'a transpercé. Mon fils Maxime traverse une période très difficile. Son divorce l'a complètement anéanti. Il ne sort plus, ne parle presque plus à personne. Il survit plus qu'il ne vit. J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider à reprendre pied. J'ai froncé les sourcils, perplexe. « Vous voulez que je devienne son ami ?» ai-je demandé d'une voix mal assurée. Un sourire froid est apparu sur ses lèvres. « Appelez cela comme bon vous semble. Passez du temps avec lui, gagnez sa confiance. Faites en sorte qu'il se reconnecte au monde. Ce n'est pas un ordre, Lucas. C'est une proposition. » Il a marqué un silence, puis a lâché le montant comme on abat une carte maîtresse. 7 000 € par mois, en plus de votre salaire actuel. Le virement d'aujourd'hui est là pour prouver ma bonne foi. 7 000 € par mois. Je gagnais péniblement 1 750 € en vérifiant des bordereaux, en répondant à des mails sans intérêt et en courant après des fournisseurs. Cette somme représentait une véritable porte de sortie. Mes dettes, prêts étudiants, carte de crédit, plusieurs mois de loyer en souffrance, pouvaient enfin être effacés. Je pourrais enfin respirer. Pourtant, quelque chose me dérangeait profondément. Pourquoi moi? Pourquoi choisir un simple employé sans rien de remarquable? Pourquoi pas un professionnel, un psychologue? Ai-je osé demander? Monsieur Laurent a haussé les épaules. Maxime refuse les psychologues. Il a besoin de quelqu'un de normal, de discret, qui ne lui rappelle ni son père ni son ancienne vie. Vous correspondez parfaitement au profil. Je me suis senti à la fois vexé et étrangement flatté. Discret et fiable. Cela sonnait comme un compliment à double tranchant. J'ai voulu poser d'autres questions, mais il m'a interrompu. Réfléchissez jusqu'à demain midi. Si vous refusez, le virement sera annulé. Votre poste n'en sera pas impacté. Il s'est levé, mettant fin à l'entretien. J'ai quitté son bureau avec l'impression que ma vie venait de basculer. De retour à ma place, impossible de me concentrer. Les chiffres dansaient sur mon écran. 7 000 € par mois. C'était complètement fou. Mais c'était aussi une forme de chaîne. Accepter signifiait vendre une partie de mon temps, de mon authenticité, jouer un rôle. Maxime, je ne le connaissais presque pas. Je savais seulement qu'il avait 33 ans, qu'il avait travaillé quelque temps dans l'entreprise avant de disparaître des radars après son divorce. Un fantôme dont on parlait à voix basse dans les couloirs. Et moi, j'allais devenir quoi exactement?
son faux ami, son accompagnateur payé, cette idée me retournait l'estomac. Pourtant, de l'autre côté de la balance, il y avait mes 12 500 € de dettes qui m'étouffaient depuis des années. À 29 ans, ma vie ressemblait à une spirale sans fin. Ce virement était une bouée de sauvetage, une chance de tout recommencer. J'ai pensé à ma mère, qui m'avait dépanné de 2 000 € l'année précédente pour éviter l'expulsion. Je lui devais bien ça. Je me le devais à moi-même. Le soir, dans mon petit appartement, j'ai tourné en rond pendant des heures. J'ai décapsulé une bière, fixé le plafond, ressassé chaque parole de M. Laurent, gagné sa confiance. Cela ressemblait davantage à une mission d'infiltration qu'à un acte de bonté. Et si Maxime découvrait la vérité, et s'il me haïssait, mes 7 000 €, je pouvais rembourser mes dettes en quelques mois. Mettre de l'argent de côté, enfin envisager un avenir différent. J'ai relu le mail, vérifié une nouvelle fois mon solde. 15 000 €. C'était concret, dangereusement concret. J'ai tenté de me convaincre que ce n'était ni illégal, ni vraiment immoral. Maxime avait besoin d'aide, et moi, j'avais besoin d'argent. Un échange de bons procédés. Personne n'en souffrirait. Pourtant, une petite voix au fond de moi criait que c'était tordu, que je jouais avec le feu. Je l'ai fait taire. À 23h10, j'ai envoyé ma réponse. J'accepte. J'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir me raviser, puis j'ai terminé ma bière d'un trait, comme pour noyer la culpabilité qui montait déjà. Le lendemain matin, un nouveau mail est arrivé. Des instructions précises. Assister à la soirée d'entreprise ce vendredi, approcher Maxime naturellement, engager la conversation sans rien forcer. « Soyez vous-même », avait écrit M. Laurent, « être moi-même ». Comme si c'était encore possible avec 15 000 € sur mon compte et ce rôle invisible que je venais d'accepter. J'ai refermé mon ordinateur, la gorge serrée. J'étais entré dans le jeu. Il n'y avait plus de marche arrière possible. Le vendredi soir, la réception organisée par l'entreprise battait son plein dans une belle salle privatisée au cœur de Lyon. J'avais en tête les consignes de M. Laurent comme un scénario mal maîtrisé. Localiser Maxime, lancer la discussion, rester naturel. Plus facile à dire qu'à faire. Autour de moi, les conversations fusaient, les rires résonnaient un peu trop fort, les verres tintèrent. Et moi, je scrutais la foule à la recherche d'un homme que je n'avais jamais croisé, seulement entendu nommer dans les chuchotements des couloirs. Maxime Laurent, le fils du PDG, celui qui s'était retiré de tout après son divorce. Je me sentais comme un intrus, un acteur mal préparé dans une pièce dont j'ignorais les enjeux. Mon ventre était noué, mais les 15 000 € sur mon compte me forçaient à avancer. Je l'ai finalement aperçu un peu à l'écart, près du buffet. Il tenait un verre d'eau à la main et observait la salle comme à travers une paroi invisible. Il ne ressemblait guère à son père. Là où M. Laurent dégageait une autorité naturelle, Maxime semblait vouloir se fondre dans le décor. Son regard était profond, presque brûlant, et sa posture, droite mais tendue, trahissait une mélancolie palpable. J'ai pris une longue inspiration, affiché un sourire que j'espérais convaincant, et je me suis approché. « Bonjour, je suis Lucas. Je travaille au service administratif. » Ma voix sonnait un peu faux, mais il a tourné la tête, légèrement surpris, et m'a salué d'un signe de tête. « Maxime », a-t-il simplement répondu. La discussion a commencé de manière hésitante. J'ai parlé des tâches quotidiennes, des dossiers sans fin, de la machine à café qui tombait en panne au pire moment. Il m'écoutait attentivement, répondant par des phrases courtes, mais ses yeux restaient rivés sur moi, comme s'il essayait de percer mes véritables intentions. J'ai risqué une plaisanterie ridicule sur un client qui avait osé envoyer un document en Comic Sans. Contre toute attente, un vrai sourire est apparu sur ses lèvres, fugace mais authentique. « C'est presque un sacrilège », a-t-il murmuré de sa voix grave et posée, qui m'a désarmé. À cet instant, j'ai senti une première faille dans mon rôle. La culpabilité pointait déjà. Les jours qui ont suivi, j'ai respecté le plan à la lettre. Je l'ai recroisé pendant la pause déjeuner et lui ai proposé un café dans un petit bar à 2 rues du bureau. Il a accepté, un peu réservé. Installé dans ce bistrot animé, loin de l'atmosphère froide de l'entreprise, il s'est enfin détendu. Il m'a parlé de sa passion pour la photographie argentique et ses yeux se sont illuminés. Il m'a décrit avec précision comment il développait lui-même ses pellicules, la texture unique du grain, cette patience infinie nécessaire pour saisir l'instant parfait. J'étais captivé, bien plus que je ne l'aurais voulu. Ce n'était pas un simple hobby, c'était sa manière à lui de rendre le monde plus supportable, plus poétique. Même sans rien y connaître, je lui ai posé des questions sincères, oubliant presque le mensonge qui m'avait mené jusqu'à lui. Peu à peu, nos rencontres se sont multipliées. Un vernissage intime dans une galerie du quartier des Terreaux, une balade le long des quais de Saône, un samedi ensoleillé. À chaque fois, je découvrais une nouvelle facette de Maxime. Il était cultivé, capable d'évoquer l'art, l'histoire ou la musique avec une justesse impressionnante.
Pourtant, une ombre persistait, une réserve qu'il ne parvenait pas à lever complètement, comme s'il portait un fardeau trop lourd. Je me surprenais à vouloir vraiment le comprendre, à espérer qu'il m'accorde sa confiance. Et c'est là que tout devenait périlleux. Plus je passais de temps avec lui, plus je m'attachais. Son rire discret mais chaleureux, ses silences réfléchis, sa façon de s'arrêter pour observer un détail, une lumière sur l'eau, une feuille emportée par le vent, tout cela me touchait profondément. Je n'étais plus seulement l'employé qui exécutait des ordres. J'étais Lucas, un homme qui commençait à éprouver des sentiments authentiques. Mais la réalité me rattrapait sans cesse. Chaque virement de 7000 €, régulier comme un métronome, me rappelait cruellement ma position. J'étais rémunéré pour être présent, pour jouer l'ami, pour ramener Maxime à la vie. Et lui ignorait tout. Quand il se confiait sur ses doutes, sur son désir de reprendre la photo plus sérieusement, j'avais l'impression qu'on me plantait un couteau dans la poitrine. Il me faisait confiance, et moi, je le trahissais à chaque instant. Les nuits devenaient difficiles. Je me réveillais souvent en sueur, me demandant comment j'allais pouvoir sortir de ce guêpier. Lui avouer la vérité, impensable, il me détesterait. Pourtant, continuer à mentir était encore plus douloureux. Chaque sourire qu'il m'adressait, chaque moment où il baissait sa garde, alourdissait ma culpabilité. Un soir, après un vernissage, nous avons marché longtemps dans les rues de Lyon sans destination précise. Il m'a parlé avec passion d'un ancien appareil Leica déniché dans une brocante, un véritable trésor qu'il rêvait de restaurer. Sa voix vibrait d'une ferveur qui m'a serré le cœur. J'ai été à 2 doigts de tout lui révéler, là, sur le trottoir, sous la lueur orangée des réverbères. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai souri, acquiescé, et continué à jouer mon rôle. En rentrant chez moi, je suis resté longtemps les yeux fixés au plafond. Le dernier virement clignotant dans ma boîte mail. J'avais déjà remboursé une bonne partie de mes dettes. Mais à quel prix? Maxime n'était plus une simple mission. Il était devenu quelqu'un qui comptait vraiment. Et moi, j'étais un imposteur, prisonnier de mes propres choix. Les semaines s'étaient enchaînées à toute vitesse. Et ce qui avait débuté comme une simple mission avait pris une toute autre dimension, bien plus intense et risquée. Maxime et moi passions de plus en plus de temps ensemble. Chaque instant partagé creusait davantage le fossé entre mes sentiments grandissants et le mensonge qui m'avait introduit dans sa vie. Un samedi après-midi, il m'a proposé de découvrir son atelier de photographie, un lieu dont il parlait toujours avec une véritable dévotion. J'ai accepté, le cœur serré, sachant que chaque pas me rapprochait un peu plus de lui, tout en m'éloignant de la vérité. L'atelier se trouvait dans un ancien local industriel reconverti du quartier de la Croix-Rousse. L'air y était chargé d'odeurs chimiques et de papiers anciens. Des appareils vintage étaient alignés comme des objets précieux. Maxime m'a guidé à travers son rituel, ses mains bougeant avec une dextérité remarquable tandis qu'il manipulait les pellicules. Il m'expliquait le révélateur, le fixateur, cette alchimie presque magique qui faisait surgir une image dans la lumière rouge tamisée. J'étais captivé, non seulement par la technique, mais surtout par lui. Sa voix, d'ordinaire mesurée, s'enflammait soudain. Et ses gestes révélaient une passion qui semblait le reconnecter à la vie. Je me surprenais à sourire sincèrement, à poser des questions précises, à vouloir vraiment entrer dans son univers. Pourtant, à chaque seconde, la culpabilité me rongeait de l'intérieur. J'étais là pour une raison qu'il ignorait totalement, et cette pensée me consumait. Ce jour-là, il a sorti un vieux carton rempli de tirages. Parmi eux, une photo en noir et blanc d'un pont sous la pluie, légèrement floue, mais pleine d'émotion. « C'est l'une de mes préférées », a-t-il confié, avec un sourire timide. Puis, sans transition, son ton est devenu plus grave. Elle date d'un peu avant que tout s'écroule. Il s'est tu un instant avant de se livrer pour la première fois sur son ex-mari. Pas de détails trop précis, juste des fragments, 5 années de relation, des promesses rompues, une trahison qu'il avait laissé briser. « Il m'a menti pendant des mois », a-t-il murmuré, les yeux rivés sur l'image. Je pensais qu'on partageait tout, mais il menait une double vie. Sa voix s'est fissurée, chargée d'une douleur encore vive. Chaque mot me transperçait, car j'étais en train de faire exactement la même chose. Pas de la même façon, mais le résultat était identique. Je lui mentais sur les raisons de ma présence. J'ai voulu trouver les mots justes pour le réconforter, mais ma gorge était trop serrée. J'ai seulement réussi à murmurer un « je suis vraiment désolé », qui sonnait terriblement faible. Il a haussé les épaules, comme pour chasser le souvenir, mais ses yeux restaient brillants. Nous avons continué à trier les photos, pourtant l'atmosphère avait changé. Une connexion plus profonde, plus intime, s'était installée entre nous. Une connexion que je ne méritais pas. Cette même soirée,
Après un dîner improvisé dans un petit restaurant du Vieux-Lyon, nous avons marché longtemps dans les rues humides. La ville était paisible après la pluie. Nous parlions de choses légères, mais une tension nouvelle flottait dans l'air, électrique et indéfinissable. Nous nous sommes arrêtés près d'un pont, le même que sur sa photo. Il a ri doucement en disant que c'était un signe du destin. Nos regards se sont accrochés plus longtemps que d'habitude. Mon cœur cognait fort dans ma poitrine. Dans ses yeux, je lisais un mélange d'espoir et de vulnérabilité. Nous nous sommes rapprochés instinctivement. Nos souffles se mêlaient. Pendant un instant suspendu, j'ai cru que tout allait basculer, que j'allais pouvoir oublier l'argent, le contrat, le mensonge. Mais son téléphone a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et son visage s'est assombri. « C'est mon père », a-t-il dit en s'écartant pour répondre. La magie s'est brisée net. Il a parlé à voix basse, mais j'ai saisi des fragments, des phrases sèches, des reproches. Quand il a raccroché, il était distant, comme si un mur invisible s'était dressé à nouveau. Il veut que je reprenne ma place dans l'entreprise, a-t-il lâché avec amertume. Il pense que je perds mon temps avec mes photos. J'ai tenté de le réconforter, mais mes paroles sonnaient faux, parce que je savais que son père ne se contentait pas de vouloir son retour. Il orchestrait tout depuis le début, et j'étais son complice. En rentrant seul chez moi cette nuit-là, j'ai pris une décision définitive. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Chaque moment passé avec Maxime rendait le mensonge plus insoutenable. J'appréciais sincèrement sa compagnie, sa sensibilité, sa façon unique de regarder le monde, cette fragilité qu'il cachait derrière une apparence calme. Ce n'était plus un travail, c'était devenu réel, et cela m'effrayait profondément. Le lendemain matin, j'ai rédigé un mail à Monsieur Laurent. « Je vous rends le dernier virement, je ne peux plus continuer. » J'ai transféré les 7 000 €, chaque clic me coûtant un peu plus. Mais au fond de moi, je savais qu'il était déjà trop tard. Maxime n'était plus une mission. Il était devenu une partie importante de ma vie, et je l'avais trahi. Je suis resté assis longtemps, le cœur lourd, me demandant comment j'allais pouvoir vivre avec cette culpabilité. C'était un soir d'orage violent, de ceux où le ciel semble peser aussi lourd que les regrets. J'étais seul au bureau, entouré de piles de dossiers inutiles, en train de rédiger des rapports que personne ne consulterait jamais. Soudain, la porte s'est ouverte avec fracas. Maxime est entré, les poings serrés, le regard incandescent de colère. Une rage que je ne lui avais jamais connue. « C'est quoi ce bordel, Lucas ?» a-t-il lancé d'une voix vibrante de fureur contenue. Mon sang s'est glacé. Il savait, je ne savais pas comment, mais il avait tout compris. « Maxime, laisse-moi t'expliquer. » Ai-je bredouillé, mais il m'a interrompu sèchement. J'ai surpris mon père en pleine conversation. Il parlait de toi, de l'argent, de ce plan grotesque. Tu étais payé ? Tout ce temps, notre relation n'était qu'une mise en scène, chaque parole me frappait comme un uppercut. Il avait entendu suffisamment pour assembler les pièces du puzzle et réaliser que ma présence à ses côtés n'avait rien d'un hasard. Il s'est avancé, les mâchoires crispées, et m'a posé la question qui m'a transpercé le plus. Quand tu m'écoutais, quand on partageait nos moments, c'était du théâtre pour toi ? J'ai voulu répondre, mais les mots se sont étranglés dans ma gorge. Dans ses yeux, je lisais non seulement de la colère, mais une souffrance profonde, comme si je venais de rouvrir la blessure laissée par son ex-mari. Non, ce n'était pas ça, ai-je finalement réussi à articuler. Au début, j'ai accepté l'argent, c'est vrai, mais ensuite, ce que je ressens pour toi est sincère, je te le jure. Il a secoué la tête, un rire amer et douloureux aux lèvres. Sincère, tu sais ce que signifie vraiment la sincérité, Lucas ? Moi, je t'ai ouvert mon cœur, mes angoisses, mes rêves les plus intimes. Et toi, tu jouais un rôle payé. Sa voix s'est brisée légèrement. Je pensais que tu étais différent des autres. Ces mots m'ont coupé le souffle. J'ai tenté de m'expliquer, de lui dire que j'avais remboursé l'argent et que j'avais voulu tout arrêter, mais il ne m'écoutait plus. « Laisse-moi tranquille », a-t-il conclu d'un ton glacial. « Je ne veux plus te voir. » Il est sorti en claquant la porte si fort que les murs en ont tremblé. Je suis resté planté là, anéanti, le cœur réduit en cendres. Les jours qui ont suivi ont été un calvaire. Je ne parvenais plus à me concentrer sur quoi que ce soit. Chaque couloir, chaque coin de l'entreprise me renvoyait à Maxime, à nos discussions, à son sourire rare. La culpabilité m'étouffait littéralement. J'avais trahi quelqu'un qui m'avait fait confiance, quelqu'un qui m'avait laissé entrer dans son univers fragile. Le lendemain, j'ai rédigé ma lettre de démission. Je ne pouvais plus rester ici sous le même toit que Monsieur Laurent, avec ce poids écrasant sur la conscience. J'ai rassemblé mes affaires en silence, évité les questions des collègues curieux et quitté le bâtiment pour la dernière fois. En passant devant son bureau vitré, j'ai croisé le regard de Monsieur Laurent. Il n'a pas prononcé un mot, mais son silence était plus accusateur que n'importe quel reproche. Les semaines suivantes ont été longues et ternes. J'ai décroché un contrat temporaire dans une petite agence de marketing du centre-ville. Mon nouvel appartement, modeste et peu meublé,
dans le quartier de Guillotière, me servait de refuge. Je vivais avec le strict minimum, mes dettes encore présentes comme une ombre tenace. Chaque soir, je repensais à Maxime, à ce que j'aurais dû dire, à ce que j'aurais pu faire différemment. J'avais tout détruit. Je me demandais s'il pensait encore à moi, s'il me haïssait de tout son être, ou s'il avait déjà tourné la page. L'idée qu'il puisse m'avoir complètement effacé me faisait bien plus mal que je ne voulais l'admettre. Un après-midi, sous une pluie torrentielle, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert, m'attendant à un voisin ou un colis, mais c'était lui, Maxime, complètement trempé, les cheveux plaqués sur le front, le regard fatigué, mais toujours aussi intense. Mon cœur a cessé de battre un instant. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé d'une voix basse. J'ai acquiescé sans un mot, la gorge serrée. Il est resté debout au milieu de la pièce, cherchant ses mots. Puis il a parlé, hésitant mais déterminé. J'ai vraiment essayé de te détester, Lucas. J'ai retourné chaque souvenir dans ma tête, chaque conversation, chaque regard. Je voulais me convaincre que tout était faux. Il a marqué une longue pause, ses doigts nerveux triturant le bas de sa veste mouillée. Mais je n'y arrive pas, parce que ta manière de m'écouter, tes questions, ton attention, ça ne pouvait pas être entièrement joué. Pas tout. Sa voix tremblait légèrement. J'ai senti mes yeux s'humidifier. « Maxime, je suis profondément désolé, ai-je murmuré. J'ai voulu tout avouer plusieurs fois, mais j'avais trop peur de te perdre. Ce que je ressens pour toi est réel. Ça l'a toujours été, même si notre histoire a commencé de la pire des façons. » Il m'a regardé longuement, comme s'il pesait chacune de mes paroles. Puis il a hoché la tête lentement. « Je ne sais pas encore si je peux te pardonner. Pas complètement, mais je suis là. Ça doit bien signifier quelque chose, non ? » Nous sommes restés silencieux un moment, seulement accompagnés par le bruit de la pluie qui battait contre les fenêtres. Pour la première fois depuis des semaines, une petite lueur d'espoir fragile est apparue. Il n'était pas parti, pas complètement. Après cette journée sous la pluie, Maxime et moi avons pris la décision de tout recommencer sur des bases saines. Plus de secrets, plus de non-dits, uniquement la vérité, même si elle restait fragile. Ce n'était pas simple. Chaque échange demandait de la prudence, un pas en avant vers la confiance, un autre vers la crainte de tout briser. Pourtant, nous tenions bon, comme deux survivants accrochés au même radeau. Nous passions des heures à discuter, parfois de choses anodines, parfois de nos blessures les plus profondes, pour réapprendre à nous découvrir sans le poids du mensonge. Je lui ai confié mes difficultés financières, mes angoisses, mes échecs passés. Il m'écoutait avec attention, posait des questions sincères et je voyais peu à peu ses défenses s'abaisser. Un soir, il m'a annoncé qu'il allait affronter son père. « Je ne peux plus vivre sous son contrôle », a-t-il déclaré d'une voix déterminée, même si ses mains tremblaient légèrement. J'ai proposé de l'accompagner, mais il a refusé fermement. « C'est quelque chose que je dois régler seul. » Le lendemain, il est rentré avec le visage fermé et les épaules tendues. Son père lui avait posé un ultimatum clair. Soit moi, soit l'entreprise et l'héritage familial. S'il me choisissait, il perdait tout. J'ai senti ma gorge se serrer. « Maxime, tu n'as pas à sacrifier », ai-je commencé, mais il m'a interrompu. « Si, je choisis ce qui est authentique. Je te choisis, toi. » Ces mots m'ont profondément ému. Il avait tout abandonné pour nous offrir une chance réelle. Peu après, il a quitté son grand appartement financé par sa famille pour s'installer dans un petit studio fonctionnel, juste assez grand pour ses appareils photo et ses affaires. De mon côté, je continuais à vivre modestement tout en travaillant dans ma nouvelle agence de design. Nous étions loin des 7 000 € mensuels et du luxe des bureaux de Laurent et Associés. Mais nous étions enfin libres. Maxime s'est lancé corps et âme dans la photographie. Il a aménagé son studio en véritable atelier, passant des nuits entières à développer des pellicules, à contacter des galeries et à répondre à des appels à candidature. Je le voyais s'investir pleinement, épuisé mais animé d'une flamme nouvelle dans le regard. De mon côté, je progressais dans l'agence, remportant des contrats pour des campagnes visuelles et des identités graphiques. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était honnête et stable. Nous partagions tout, les factures, les incertitudes, les cafés serrés à l'aube avant des journées chargées. La confiance se reconstruisait doucement. Nous avions bien sûr nos disputes, lui me reprochait parfois d'être trop sur mes gardes, moi je craquais sous la pression persistante des dettes restantes. Pourtant, nous apprenions à communiquer, à nous pardonner. Un soir, après une longue journée, il m'a montré une photo qu'il venait de tirer.
un arbre solitaire et tordu dans un champ, résistant au vent. « C'est nous », a-t-il dit avec un sourire doux. J'ai ri et ce rire partagé valait bien plus que tous les virements du monde. Maxime a finalement obtenu son premier contrat avec une galerie lyonnaise. Rien d'énorme, mais un vrai début. Ces images en noir et blanc, brutes et émouvantes, ont retenu l'attention d'un critique local. Lors du vernissage, je l'ai observé discuter avec passion, expliquer son approche. Il rayonnait et j'étais fier de lui, fier de nous. Nous avions traversé la trahison et la colère pour bâtir quelque chose de solide. Ce soir-là, en rentrant à pied, il a pris ma main. « On va y arriver, Lucas », a-t-il murmuré. Pour la première fois, je l'ai vraiment cru. Les mois ont passé et notre vie a trouvé un équilibre inattendu. Lui dans son atelier, moi à l'agence. Nous nous retrouvions le soir pour des dîners simples ou des promenades sans but, simplement heureux d'être ensemble. Les dettes s'allégeaient progressivement. Son studio gagnait en visibilité. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais nous étions ensemble, et cela nous suffisait. Chaque jour était la preuve que l'on pouvait reconstruire après un départ aussi tordu. 1 an plus tard, notre quotidien avait pris une forme que nous n'aurions jamais imaginée. Nous avions nos tensions et nos doutes, mais aussi beaucoup de rires, de projets communs et une solidité construite patiemment. Un matin, alors que nous prenions notre café avant de partir, Maxime a reçu un mail qui a tout changé. L'entreprise de son père lui proposait de revenir, non comme héritier passif, mais pour diriger un nouveau département dédié à la préservation culturelle, mêlant photographie, patrimoine et art. Le projet semblait fait pour lui. Pourtant, le poids du nom Laurent restait lourd. Il a reposé son téléphone pensif. « Qu'est-ce que tu en penses ?» m'a-t-il demandé en cherchant mon regard. J'ai hésité un instant. Revenir signifiait replonger dans l'univers de Monsieur Laurent et dans les souvenirs douloureux. Mais Maxime avait changé. Il était plus fort. « Si tu peux le faire à tes conditions, pourquoi pas ?» ai-je répondu prudemment. Il a acquiescé avec détermination. Je poserai mes règles. Ils veulent mettre mon talent, ils l'auront, mais sans leur chaîne. Il a rédigé une réponse ferme exigeant une totale autonomie, un budget clair et aucune ingérence paternelle. À notre grande surprise, l'entreprise a accepté. Quelques jours plus tard, Maxime m'a fait une proposition inattendue. « Viens avec moi, Lucas, comme coordinateur visuel. Tu as un vrai talent pour le design et tu comprends ma vision. » J'ai ri nerveusement, frappé par l'ironie de retourner chez Laurent et associés, là où tout avait commencé. Mais son regard était sincère et plein d'espoir. Il ne me proposait pas seulement un poste, il voulait que nous construisions ce projet ensemble. J'ai accepté, le cœur battant. Le premier jour, en franchissant les portes, le passé m'a rattrapé. Les couloirs, les regards, tout me rappelait cette époque où j'étais un pion. Mais Maxime était là, assuré, me guidant vers son nouvel espace. Nous avons travaillé main dans la main. Exposition de photos d'archives, partenariats avec des musées, campagne de sensibilisation au patrimoine. J'occupais des visuels, affiches et présentations, tandis qu'il capturait des images chargées de sens. Nous formions une vraie équipe. Et pour la première fois, je me sentais à ma juste place. Un après-midi, Monsieur Laurent nous a convoqués. Il paraissait affaibli, la démarche plus lente, la voix moins ferme. Il nous a observés longuement avant de parler. « J'ai voulu te remettre dans le droit chemin, Antoine, Maxime. Mon plan ?» Il m'a lancé un regard presque embarrassé. Il a fonctionné, mais pas du tout comme je l'imaginais. Il a toussé, puis ajouté « Ce que vous avez construit ensemble est bien. C'est même mieux que ce que j'espérais. » Maxime n'a rien répondu, mais j'ai vu ses épaules se détendre, comme si un ancien poids se libérait enfin. Moi, je suis resté silencieux, tiraillé entre rancune et une forme étrange de reconnaissance. Cet homme avait failli tout détruire, mais sans lui, nous ne serions peut-être jamais arrivés là. Le projet avançait, tout comme notre relation. Nous connaissions des moments d'euphorie, où tout semblait possible, et des périodes plus difficiles, avec des disputes futiles ou des peurs anciennes. Mais nous parlions toujours, nous refusions les silences toxiques. Chaque jour, nous choisissions de continuer ensemble. Ce qui était né d'un mensonge était devenu l'histoire d'amour la plus authentique de ma vie. Pas idéale, pas sans effort, mais profondément vrai. Nous travaillions côte à côte. Nous nous soutenions, nous apprenions la vulnérabilité. Un soir, en sortant d'une réunion tardive, Maxime m'a pris la main. « On est plus fort que tout ça, non ?» a-t-il murmuré. J'ai serré sa main en retour, sans besoin de mots. Ce que nous avions construit, personne ne pourrait nous l'enlever. Nous avancions ensemble, et cela valait tout l'or du monde. Ce dimanche matin-là, le temps semblait suspendu dans une douce quiétude. Maxime et moi avions décidé de trier enfin toutes ces boîtes accumulées depuis des mois, pleines de vieux documents,
de souvenirs et d'objets dont on ne savait plus trop quoi faire. Il a sorti une petite boîte métallique un peu abîmée, remplie de négatifs soigneusement classés et étiquetés de son écriture minutieuse. Date, lieu, notes précises. Il les manipulait avec un respect presque sacré. « Ceci date de mes tout premiers essais », a-t-il dit avec un sourire nostalgique, comme s'il redécouvrait un trésor oublié. Je feuilletais distraitement les pochettes quand une image m'a arrêté net. C'était moi, debout près d'une table, un stylo à la main, pendant une soirée d'entreprise. Je portais une vieille veste que j'avais perdue depuis longtemps, les cheveux un peu plus longs et en bataille. J'avais l'air plus jeune, plus insouciant, comme si la vie ne m'avait pas encore abîmé. Mon souffle s'est bloqué. Cette photo ne pouvait pas dater d'après notre rencontre officielle à la fête de Noël. J'ai levé les yeux vers lui, le cœur tambourinant. « Quand est-ce que tu as pris ça ?» ai-je demandé d'une voix rauque, essayant de garder mon calme. Maxime, qui était en train d'accrocher un cadre, s'est figé. Il n'a pas répondu immédiatement. « Il y a 3 ans ?» a-t-il fini par murmurer, lors du dîner de fin d'année. Il s'est retourné lentement, son regard fuyant le mien avant de l'affronter. « Je t'avais aperçu de loin. Tu riais avec une collègue, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose m'a poussé à appuyer sur le déclencheur. J'ai voulu immortaliser ce moment. » Sa voix était douce, mais chargée d'une tension palpable, comme s'il redoutait ma réaction. J'ai serré le négatif entre mes doigts, la gorge nouée, incapable de prononcer un mot. « Tu avais déjà parlé de moi à ton père ?» ai-je demandé, chaque syllabe lourde. Il a hoché la tête, visiblement mal à l'aise. « Oui, une fois. Je lui ai dit que l'entreprise manquait de personnes comme toi, discrètes, sérieuses, différentes. Il m'a écouté sans rien dire. Comme toujours, un frisson glacé m'a traversé. Et c'est à ce moment-là que... » Il n'a pas terminé ma phrase, mais son silence en disait long. « Je n'ai rien organisé consciemment, Lucas. Mais je ne vais pas te mentir, je n'étais pas seulement une victime du plan de mon père. Au fond, j'espérais peut-être que tu finirais par t'approcher de moi. » Je me suis assis lourdement sur le bord du lit, le négatif toujours entre mes doigts. Mon esprit tournait à 100 à l'heure. Étais-je encore une fois manipulé ou avais-je été choisi d'une façon étrange et tordue? Cette photo prise 3 ans plus tôt bouleversait tout. Ce n'était plus seulement le stratagème de Monsieur Laurent. Maxime m'avait remarqué bien avant que l'argent n'entre en jeu. J'étais à la fois furieux, blessé et curieusement touché. On dirait qu'on a tous les deux notre part de responsabilité depuis le début, ai-je lâché avec un sourire amer. Il a baissé la tête. Oui, mais tout ce qui s'est passé ensuite, Lucas, c'était vrai. Ça l'est toujours. Un silence épais s'est installé entre nous, chargé d'émotions contradictoires. Je fixais ce bout de pellicule qui contenait une vérité que je n'avais jamais soupçonnée. Une partie de moi voulait le déchirer, effacer cette preuve que notre histoire avait des racines plus anciennes et plus troubles. L'autre, plus puissante, voulait simplement comprendre. J'ai glissé le négatif dans mon portefeuille, comme un talisman rappelant que le passé a toujours plusieurs versions. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» ai-je demandé plus doucement. Il a haussé les épaules, vulnérable. Je ne savais pas comment, et après tout ce qu'on avait traversé, j'avais peur que ça ruine tout. Nous sommes restés longtemps silencieux. La boîte de négatifs ouverte entre nous ressemblait à une confession brute. J'étais déchiré entre la colère, la confusion et l'amour, mais en le regardant, en voyant la peur sincère dans ses yeux, j'ai compris que je ne partirais pas après tout ce chemin parcouru. L'amour n'est jamais propre ni linéaire, c'est un choix que l'on renouvelle chaque jour. J'ai pris sa main sans dire un mot. Nous sommes restés ainsi, écoutant le silence, acceptant que notre histoire, aussi imparfaite et complexe soit-elle, nous appartenait entièrement.